bel et bien connu, Julio Arsendio. Bonsoir et bienvenue, Julio. Oui, bonsoir, Marie. Bonsoir à Bertrand Bika également, bienvenue. Bonsoir, Marie. Bonsoir, en tant que spécial. Bonsoir, M. Bikaï. Bonsoir, Romario. Voilà. Julio Arsendio. Julio Arsendio. Julio, enchanté, Voilà, enchanté. donc, ils prendront tour à tour 30 minutes pour effectivement vous questionner sur les thématiques d'actualité. Et l'objectif est d'éclairer la lanterne de ces téléspectateurs qui ont, n'est-ce pas, magnifié une certaine volonté de voir sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Excellent Monsieur le ministre, vous êtes entré au gouvernement en janvier 2019. Ceci dit, janvier dernier, vous étiez à 6 ans, très exactement, dans le gouvernement de Paul Biya. Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme action? Une messe d'action de grâce, un acte de remerciement. Qu'est-ce que vous avez clairement fait pour célébrer les 6 ans de votre règne dans ce gouvernement de Paul Biya? Messe d'action de grâce, je ne sais pas trop. Ce que je suis allé faire, j'ai plutôt communié avec les ancêtres de mon village, au lieu de notre divinité qu'on appelle Memboukem. Je suis allé dire merci à Memboukem, c'est notre divinité du village. Avant l'arrivée des Blancs et donc de la religion catholique ou de l'islam, nous ne connaissions que Memboukem. C'est-à-dire que la divinité où nous allions faire nos prières. Donc chez nous, ça se transmet de père en fils. Et donc je suis allé là-bas avec ma famille et on a appelé, parce que généralement quand vous êtes là-bas, tout le monde vient. Quand on sait que vous êtes là, tout le village accourt. Donc on a abattu un bœuf sur place. On le prépare sur place, on le mange sur place, on boit la bière, le vin de raffia, etc., tout ça sur place. Et donc, c'est une sorte de sacrifice pour remercier la divinité. C'est pareil chez les chrétiens, c'est pareil chez les musulmans, c'est pareil aussi chez nous. Je n'ai pas d'état d'âme de dire que je ne condamne pas. Il y a ceux qui vont à l'église catholique romaine, il y a ceux qui vont chez les protestants. Moi, j'ai ma chapelle, j'ai plusieurs chapelles. Et cette chapelle-là, c'est celle que j'avais choisie pour l'occasion. Et ça tombait bien parce qu'il y avait aussi une de mes filles qui partait en mariage. Et il fallait que je demande la bénédiction, n'est-ce pas, de notre divinité, des ancêtres, pour l'accompagner dans son mariage, afin qu'elle puisse procréer, être heureuse, etc. Vous avez d'ailleurs un qualificatif voilà. J'y arrive finalement. Ouais. Sauf que c'est une communion excellence où alors Maître Jean de Dieu Momo qui intervient certainement avant les démissions en cascade au sein du gouvernement auquel vous appartenez. Vous avez également, tout comme les Camerounais, assisté à la démission du ministre Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC. De l'autre côté, Bello Bouba Maïgari. Les Camerounais se sont demandé, Maître Jean de Dieu Momo, certainement, il attend quoi? Ah oui, on m'a posé la question, mais pourquoi vous ne démissionnez pas? J'ai dit que chacun est venu seul. Chacun est venu avec son décret. Moi, j'entre au gouvernement le 4 janvier 2019. Eux, ils sont là-bas depuis 20 ans, peut-être un peu plus. Qu'ils attendent que j'ai mes 20 ans aussi. Après, on en reparlera. Bon, bref, ça, c'est pour rigoler. Mais la vérité, c'est que entrer au gouvernement comme allié, ce n'est pas s'enfermer dans une prison. Ouais, on accompagne le chef de l'État, comme on accompagne le RDPC. Mais en réalité, les alliés accompagnent plus le chef de l'État que le RDPC. Le RDPC, c'est à ce soir, parce que c'est le parti au pouvoir. On doit l'accompagner. Mais dans les élections locales, en général, les municipales, les mairies, vous verrez que chacun y va de son côté. Donc, que Bello Bouba, que surtout Issa Chiroma, puisque Bello Bouba n'a pas démissionné, il reste ministre, il reste à son poste. C'est ça le paradoxe qu'il faut relever. Il est candidat, mais il reste à son poste. Il n'a pas démissionné. C'est Issa Chiroma qui a démissionné. Avec fracas, on devrait dire. Et qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Je trouve que c'est tout à fait normal que Issa Chiroma a toujours été candidat à la présidentielle. Bello Bouba a toujours été candidat à la présidentielle. Pourquoi on lui refuserait d'être candidat à la présidentielle de 2025? C'est tout à fait normal en tant que chef de parti. D'ailleurs, vous savez, ce n'est pas le chef de parti parfois est poussé par sa propre base. On a vu la base de Bello Bouba.
leur assemblée, le pousser, dit non, 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 on ne veut que toi comme président. Va tenter ta chance, tu peux réussir, tu peux gagner. Et puis, la base veut gagner le pouvoir. Un parti politique veut gagner le pouvoir. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas le faire. D'abord parce que nous n'avions pas d'élus. Vous savez que nous avions été sanctionnés en 2020. Notre soutien au chef de l'État avait embrouillé un peu notre électorat. C'est maintenant que l'électorat est revenu. Mais nous n'avions plus d'élus. C'est maintenant qu'aux prochaines élections que nous pensons pouvoir avoir des élus puisque notre électorat est revenu en gros. Tous ceux qui avaient démissionné sont revenus et on a même eu beaucoup de nouvelles recrues. Donc on a un parti qui se porte bien. Donc de ce point de vue, nous ne pouvions pas nous hasarder à les imiter. On n'a pas le même statut. Eux, ils ont des élus. Ils peuvent se présenter. Nous, on n'a pas à les imiter. Et puis, de toutes les façons, on n'est pas là pour copier les autres. Chaque parti politique cherche ses intérêts politiques. Au mépris des intérêts de la population. Les intérêts du parti sont les intérêts de la population. Le parti représente la population, sa population, c'est-à-dire ses militants. Le parti n'est pas là pour représenter tout le peuple. Le parti s'adresse à tout le peuple, à tout le monde, à toute la population. Mais toute la population ne suit pas un parti. D'ailleurs, c'est comme en religion. Est-ce que tout le monde est protestant? Est-ce que tout le monde est catholique? Est-ce que tout le monde est musulman? Chacun suit sa chapelle politique, comme chacun suit sa chapelle religieuse. Vous ne pouvez pas fédérer tout le monde. Maintenant, vous pouvez fédérer que la majorité. En démocratie, ce qu'on recherche, c'est la majorité. Je ne l'ai pas pour gouverner. Alors, en 2011, vous avez été candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Nous n'allons pas convoquer l'actualité à cette date-là. Revenons en 2025. Vous avez été reçu par le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République. Et de facto, vous avez réaffirmé votre soutien à l'homme Biya, au candidat Paul Biya pour la présidentielle de 2025. Nous allons revenir sur ce à quoi pense clairement une frange de la population camerounaise. Mais la question est celle de savoir le pourquoi de cette réaffirmation, Maître Jean de Dieu Moumou, dans un contexte social comme le nôtre. Certainement, vous allez l'éplucher avec Maître Ambika tout à l'heure. Voyez-vous, nous sommes fidèles à nos amitiés, à nos alliances. Nous avons rallié la politique du président Paul Biya, qui nous promet l'émergence en 2035. Le président Paul Biya a fait son chemin en se battant pour rendre notre pays prospère, pour le soustraire de la domination coloniale occidentale. Il y a des choses qui se sont faites avant et après 2010. Je prends la borne de 2010, où il envisage les grandes ambitions, c'est-à-dire où il envisage une nouvelle coopération. Vous savez qu'à partir de là, il y a eu une nouvelle coopération avec d'autres États, notamment avec la Chine, avec la Russie. C'était pas avant, on avait des coopérations, mais qui n'étaient pas aussi accentuées. On n'avait que la coopération économique avec la France, l'Angleterre, enfin, les pays occidentaux. Or, il y a à peu près, on va dire, 25 ans, notre pays avait 40 ans, puisque notre pays, à mon âge, je suis né en 1960 comme notre pays est né en 1960, le 1er janvier à la souveraineté internationale. Donc, il y a 25 ans, notre pays avait 40 ans. Et vous vous souvenez qu'à cette époque-là, les Chinois pénétraient l'Afrique. Et la presse occidentale criait qu'il ne fallait pas accepter les Chinois. Et les gens qui criaient qu'on va partir d'un maître à l'autre. Il y avait toute une campagne de dénigrement contre la coopération avec la Chine. Et la Chine qu'on appelait puissance au pied d'argile, essayait de se réveiller à faire la coopération. Et de fait, nous avons vu venir des gens, des Chinois, qui venaient nous proposer autre chose, qui venaient nous parler d'un langage que nous ne comprenions pas. C'était d'abord le chinois, personne ne comprenait le chinois. Ensuite, ils proposaient quoi dans les contrats? Gagnant-gagnant. C'était un mot nouveau pour nous. On n'avait jamais entendu parler de gagnant-gagnant. Et quand on regardait le dictionnaire des termes juridiques, ça voulait dire que nous allons faire du profit
Nous n'avions jamais entendu ça. On était habitués à la dette bilatérale, à la dette, n'est-ce pas, avec la Banque mondiale. On était habitués à l'ajustement structurel, etc., avec le FMI. On était habitués, on savait que la Banque mondiale, c'est la banque du monde entier. Hein, on savait que le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Bon, on a appris qu'il y a d'autres banques qui s'appellent Exim Bank, qui peuvent nous prêter l'argent à des taux, n'est-ce pas, vraiment bas. Nous étions habitués à prêter de l'argent à des taux jurés. Donc, vous voyez, il y a eu cette coopération qui a commencé à changer. Nous avons commencé à dire que, mais donc on peut faire aussi du profit. On est allé vers la Chine. Et le président Paul Biya, répondant à une question d'un journaliste français, précisément avait dit, nous coopérons avec la Chine comme nous avons coopéré, comme nous coopérons avec la France. Mais sauf que la Chine n'enlève rien à personne. Vous vous souvenez? Donc, c'était un cap qui rejoignait ce qu'il avait dit précédemment. Le Cameroun est la chasse gardée de personne. Donc nous avons vu un type qui faisait de la révolution, c'est-à-dire sans faire du bruit, qui faisait de la révolution à l'intérieur et pour s'éloigner des prédateurs qui avaient empêché son pays d'émerger, qui nous mettaient dans des cycles de dette. Et après les dettes, c'était la privatisation. On a privatisé toutes les entreprises que nous avons faites. La SNI peut témoigner, qui était notre portefeuille, a été dépouillé. Et donc, le président s'est éloigné de cette coopération-là. Et vous avez vu que depuis 2010, précisément, 2008 même, je peux aller jusqu'à 2008, mais je prends la borne de 2010. Mais quand je regarde ça, ça dit que le moment de cette nouvelle indépendance du Cameroun prend sa source vers les années 2008. Et on est allé progressivement, on a eu des contrats gagnant-gagnant maintenant. On a vraiment des contrats qui nous profitent. Et nous nous sommes dit, voilà quelqu'un qui a porté ce changement. Qui mieux que lui pouvait le porter? Nous devons le soutenir. Nous l'avons soutenu. Le PADEC a donc décidé de le soutenir. Nous avons réalisé cela. Nous avons fait vraiment un check-up pour voir ce qu'il a fait. Et on a dit, mais celui-là, il est en train... Parce que jusqu'en 2018, avant 2018, nous étions toujours en train de dire que c'est un gouverneur français. Nous étions toujours en train de dire que c'est un suppôt des Occidentaux. Nous étions... Mais quand on a regardé, quand on a creusé, quand on a gratté la peinture, on a vu que c'était un combattant qui ne faisait pas du bruit, mais qui combattait pour nous. Alors, notre propos a donc été de dire, on l'accompagne. Il a dit, émergence en 2035. Nous sommes en 2025. Il y a un dernier septennat qui va finir en 2033. Donc, il arrive à la conclusion de son action. Vous êtes bien certain de sa victoire? Non, on n'est pas certain. Je dis, je propose, on postule, on projette, on se projette, non. On se projette. Donc, il lui reste un dernier mandat pour aboutir à 2035, parce que ça finit en 2033, donc à la porte de 2035. C'est-à-dire que, et il a déjà mis les bases de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on manque l'électricité. Il a fait les barrages pour pouvoir obtenir l'électricité. On aurait pu, comme ailleurs, dire qu'on va exploiter l'uranium, creuser l'uranium pour avoir l'électricité, n'est-ce pas, qui n'est pas propre, une espèce d'électricité à base d'uranium. On ne l'a pas fait. Les autres le font. En Europe, là, ils le font. Mais on a une électricité propre qui provient de la nature, de notre relief, de nos eaux. On peut faire ça. Donc, ces barrages-là proposent et promettent l'électrification et donc l'industrialisation. Parce que l'industrialisation va avec l'électrification. On s'est dit, il a mis un certain nombre de choses en route. Que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la formation. Bien sûr, nous avons encore le chômage qui est là. Mais on voit les efforts qu'il fait pour, n'est-ce pas, résorber ce chômage. Et précisément, c'est un des reproches que je faisais au ministre de la formation professionnelle, qui est chargé justement de former les jeunes, de démissionner et donc d'abandonner le bateau à la dérive. Mais ceci étant, nous avons dit, il est extrêmement important de soutenir le président Paul Biya maintenant qu'il est fragilisé par le poids de l'âge. Donc de lui prêter nos bras, de lui prêter nos jambes juvéniles, de lui prêter notre tête pour qu'on réfléchisse ensemble et profiter de son expérience pour prendre les bonnes orientations
qui permettront au Cameroun de s'en sortir. Voilà grosso modo pourquoi nous avons dit. Et donc notre propos ne s'adresse pas à l'ensemble du monde entier. On s'adresse à la majorité présidentielle de 71%. On leur dit, ne vous découragez pas. Vous ne pouvez pas arriver si près du but et abandonner. Vous pouvez arriver, vous avez soutenu le chef de l'État pendant si longtemps. Et maintenant, vous arrivez auprès du but et vous l'abandonnez. C'est un peu comme celui qui creuse la terre pour chercher le diamant. Et au dernier coup de pioche, il dit qu'il est fatigué, il range. Alors qu'il suffisait d'un dernier coup de pioche pour ramasser le diamant. Vous ne pouvez pas, les 71% de la majorité présidentielle, vous ne pouvez pas l'abandonner. Nous le leur avons dit déjà en 2018, parce que quand j'arrive en 2018, après avoir compris tout ce que le président a fait, et qui a obtenu mon adhésion totale, définitive, je suis allé à la rencontre plutôt des gens du RDPC pour leur dire, vous avez le meilleur candidat. Vous avez le meilleur candidat, c'est Paul Biya qu'il faut soutenir. C'était mon propos en 2018, c'est mon propos aujourd'hui en 2025. De dire, 7 ans, c'est quoi dans la vie d'une nation? 7 ans, c'est rien. Vous lui donnez 7 ans pour la conclusion de son action. Après, on verra. Après le septennat, si on s'assoit, on verra. Maître Jean de Dieu, je le disais tout à l'heure, vous saurez se défaire ou se casquette de membre du gouvernement que vous abhorrez. Vous faites partie de ces ministres qui certainement désacralisent la fonction ministérielle. D'ailleurs, les populations reconnaissent cela en vous, ce qui fait que vous êtes permanemment au contact, n'est-ce pas, de cette population des Camerounais. Est-ce que lorsque vous écoutez les discours au sein de la classe sociale, quelle interprétation faites-vous de ces discours? Les Camerounais qui réclament un certain nombre de choses, vous avez parlé des réalisations du chef de l'État partant de 2010 jusqu'en 2035, qu'est-ce que vous dites à la suite effectivement de ces cris venant des populations des Camerounais? Quelle est l'interprétation que vous faites de ces cris? D'abord, je n'ai pas désacralisé la fonction. Je n'ai pas désacré, parce que ce n'était pas sacré. Je ne croyais pas que c'est sacré. Peut-être il faut je l'entends. Voilà. Je vous comprends bien. J'entends ça. J'entends les gens dire ça dans les réseaux sociaux. J'ai désacralisé la fonction, j'ai démystifié la fonction, etc. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai rétabli simplement l'ordre des choses. Un ministre est un serviteur du peuple. Vous ne pouvez pas servir le peuple en étant détaché. Vous ne pouvez pas servir le peuple en étant éloigné. Vous ne pouvez pas servir le peuple en ignorant, n'est-ce pas, le quotidien que vit ce peuple. Vous ne pouvez pas servir le peuple en étant placé sur un piédestal. Donc, non, je n'ai pas désacralisé. J'ai remis simplement les choses à l'endroit. Et je ne suis pas le seul ministre qui le fait. Nous devons être proches du peuple, le comprendre. Bon, ça me vaut des colibets. Les gens disent, oh, il a désacralisé, ça veut dire que d'une manière péjorative, que moi je devrais être plus haut, il faut élever le niveau. Ils sont tellement habitués à voir les ministres trop accrochés sur la lune qu'ils n'arrivent pas à trouver que le ministre peut aller à la briqueterie manger le couscous, n'est-ce pas, comme d'habitude. Il ne peut pas penser, il ne peut pas. Quand je vois un match du quartier, un foot du quartier, ils viennent faire les photos. Je dis, mais c'est normal. Évoluons, maître. Oui. Quelle est l'interprétation que vous faites des cris de ce Je suis de ce peuple. Quand vous parlez des cris là, vous pensez que parce que je suis devenu ministre, j'ai une famille qui ne vit pas là-bas. Je vis en van, dans un quartier populaire. Allez même savoir pourquoi. Parce que j'ai vu que les ministres étaient plutôt à Bastos. Moi, je suis en van, au gare routière là. Il y a mes amis là, Benskine, ils sont très contents de m'avoir pour voisin. Quand vous arrivez, vous demandez au Benskine. Quand parfois j'arrive et qu'il y a l'embouteillage là-bas, c'est les Benskine qui disent, allez, dégagez. Vous ne voyez pas qu'il y a le ministre? Je suis très content d'être avec mes amis les Benskine. Je suis très content d'être avec le peuple. Quand je vais à l'avenue Kennedy ou au marché central, c'est chacun qui dit, ouais, monsieur le ministre, viens prendre la photo, entre aussi dans mon bureau, entre aussi dans ma boutique. Donc, ne me parlez pas comme vous parlez à quelqu'un d'étranger. Vous parlez à un type du peuple. Qui connaît bien les réalités. Mais je suis avec eux. Et qui connaît les réalités. Et qui connaît les réalités de ce peuple. Quelles sont les réalités de ce peuple?
il y en a qui se battent, c'est un peuple résilient, qui se bat. Qui se bat pour gagner sa vie. Ce peuple ne croupit pas dans la misère, comme vous le dites. Ce peuple, on ne peut pas être riche partout. Mais il y a ceux qui ont émergé, qui ont beaucoup d'argent, ou qui ont très peu d'argent, mais qui se débrouillent. Quand je vais en Kouaban, vous les voyez au bord de la route en train de vendre des petites choses. Allez le soir, dans les bars, vous voyez qu'ils réussissent à manger. Le problème d'un État, c'est de faire manger son peuple. Le riz que vous voyez là, ce n'est pas nous qui le cultivons. Pour faire venir ce riz-là, jusqu'ici, il faut que le ministre du Commerce fasse vraiment des contrats avec l'Inde, avec la Chine, avec la Thaïlande, pour que le riz vienne. La personne qui nourrit ce peuple, ce n'est pas forcément nos agriculteurs. Vous devez savoir qu'il y a des denrées qui sont prisées par notre population, mais qui ne sont pas cultivées. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Avec les richesses qu'offre l'État du Cameroun, le Cameroun dans son entièreté. Bon, j'ai compris ça. Vous voulez que le président de la République aille faire l'agriculture. J'ai déjà compris ça. Vous voulez qu'il aille devenir maçon, qu'il aille devenir menuisier. Vous voulez que le président de la République travaille. Alors qu'il il met les possibilités pour que son peuple travaille, pour que son peuple crée, n'est-ce pas? Vous abandonnez un pan du développement. Les Chinois viennent ici chercher de l'argent. Les Libanais viennent ici gagner de l'argent. Les étrangers viennent ici. Les Indiens, ils sont là dans le commerce, ils gagnent de l'argent. C'est votre marché. Vous ne voulez pas que ce soit le président de la République qui fasse ça. Ce que je veux dire, il faut que ce soit clair. On ne peut pas être heureux tout le temps et partout. On ne peut pas avoir tout. J'ai mes petites sœurs dans les quartiers à 105 escaliers. Vous connaissez 105 escaliers. Il faut descendre. Dans le 6e arrondissement. Il faut dans le 6e arrondissement. Il faut rien que pour descendre jusqu'à Rabat. Après, pour remonter, je calcule comme ça, comme est-ce que tu as la force? Je descends là-bas pour voir mes sœurs qui habitent là-bas, qui sont mariées là-bas, mes petits frères qui habitent là-bas. Qu'est-ce qui vous a dit que moi je suis accroché au soleil? Moi, je suis le peuple. Je suis du peuple. Je suis une émanation du peuple. Ma famille est restée, elle est là. Elle a à 105 escaliers ou à Makepe là-bas à Douala ou que dans les lobbies là, c'est nous. Vous saviez que en 2011, je me présentais comme le candidat des lobbies des marécages. C'était moi le candidat des marécages, c'est-à-dire le candidat des pauvres, des laissés pour compte. Les gens qui n'ont pas la route pour passer. Les gens qui ont placé les planches pour pouvoir circuler et atteindre la route. Et ce n'est pas l'apanage du Cameroun. J'ai découvert qu'en Chine, il y a des endroits comme ça, pire que chez nous-mêmes. C'est-à-dire des quartiers dans les villages. C'est progressivement qu'on va y arriver. On ne peut pas faire comme si du jour au lendemain, on va développer le Cameroun tout seul. Il y a un exemple que je peux prendre, que le ministre d'État, le ministre de la Justice, a pris ici, et qui illustre vraiment cela. Les attentes de notre peuple sont légitimes. Elles sont grandes. Mais quelquefois, il faut expliquer au peuple que c'est progressivement. Quand tu construis une maison, tu mets d'abord la fondation avant d'arriver à la toiture. Tu ne peux pas construire ça du même coup. Les foyers culturels que nous construisons là, on met parfois 10 ans, 20 ans pour finir un foyer culturel. Or, vous demandez que le Cameroun doit être construit ici et immédiatement. Donc l'exemple c'est quoi? C'est que un jour, un député demande que les palais de justice, la loi dit qu'on doit avoir un palais de justice par arrondissement. Il y a 360 arrondissements. Il veut savoir combien nous avons déjà fait. On lui a dit qu'il y en avait 78 depuis l'indépendance. Et que tout dépend des moyens. Si nous avons l'effort, si nous faisons l'effort d'avoir les moyens de construire un palais de justice par an, nous aurons terminé en 360 ans. Oui, bien sûr. C'est ça la logique. Or, le Camerounais pense qu'on doit faire tout et maintenant. Chaque génération, chaque exemple-là, Romaric, chaque génération naît, accomplit sa mission à l'instant où elle est là, vivante, et passe la main à l'autre. Nous sommes là. Nous sommes la continuité
des autres, de Aïdjo et de son équipe. Nous sommes la continuité. Il a fait ce qu'il a fait, il a fait. Nous continuons, nous allons faire pour nous, peut-être jusqu'en 2035, avant que vous preniez le pouvoir. Après, nous allons, enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire l'autre opposition. Après, ils vont aussi continuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, pour ma part, j'aimerais pas cette histoire d'opposition qui vient casser ce qu'on a fait. Notre pays devrait s'inscrire dans une logique de continuité. C'est-à-dire qu'on trace un canevas pour tout le monde, opposition au pouvoir. De telle manière que moi, je parle en tant que membre de l'opposition et quelqu'un qui est maintenant aux affaires, c'est-à-dire au gouvernement, et qui voit, et qui parle dans l'intérêt du Cameroun. On fait un canevas total de rassemblement de tous les programmes des partis politiques, de toutes les oppositions et du pouvoir. On voit les points communs. On fait un travail en commun. Les points communs qui nous unissent. On en fait un programme commun. Décidé pour que chaque président qui arrivera va s'inscrire dans cette logique-là. Tu ne viens pas pour casser ce que les autres ont fait pour commencer, pour dire qu'on va te voir. Non, tu fais ce que tout le monde a décidé, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Momo, pour cette première partie. La réalisation fait signe. 30 minutes déjà consommées, ça va très vite. Vous allez permettre justement qu'on puisse, avec une légère transition, introduire Bertrand Bika, qui également aura 30 minutes autour des thématiques d'actualité. Je tiens quand même à rappeler aux téléspectateurs, ce n'est pas un secret, vous êtes un spécialiste des questions de droit privé, contrairement au professeur Maurice Kamto, spécialiste des questions de droit public. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'est pas... Voilà, vous allez permettre effectivement que Bertrand Bika puisse, n'est-ce pas, tourner autour de cet autre sujet d'actualité avec vous en 30 minutes. Bertrand, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Romaric. Rebonsoir. Bonsoir, Bertrand. Jean de Dieu. Momo, c'est un plaisir de vous avoir en face de nous ce soir, alors qu'à tout en face. Je voudrais déjà qu'on puisse élaguer 2 ou 3 points que vous avez convoqués lors de la première phase d'entretien avec Romaric Noirfeu. Vous nous avez informé du fait qu'à l'occasion de vos 6 années passées au gouvernement, vous êtes allé célébrer, entre guillemets, auprès de votre divinité. On se demande tout de même, est-ce que c'est opérant de célébrer dans un contexte où un ministre est un serviteur? Vous célébrez quoi quand vous faites 6 ans? Vous êtes content d'être au pouvoir depuis 6 ans? Le ministre pendant 6 ans? Vous célébrez au fait que le président vous a nommé pendant 6 ans? Est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est pas un tout petit peu un comportement qui commence à gêner ou à agacer? Voir les ministres qui célèbrent la longévité au pouvoir, la longévité aux affaires, alors qu'ils sont là pour servir au lieu d'être servis. Pourquoi vous avez célébré vos 6 ans passés au gouvernement? Je veux vous dire une chose. J'ai promis d'être ouvert à toutes ces questions-là. Pour vous répondre, quand j'ai été nommé, et vous avez vu que je suis allé faire mon meeting de remerciement à Douala. Beaucoup de gens qui sont nommés rentrent dans leur village. Je suis donc allé à Douala pour montrer que moi, nous ne sommes pas là pour faire une politique tribale. Mais nous sommes en Afrique. Les gens du village, ils aiment savoir que leur fils est avec eux. Et pendant que vous parlez là, disons célébrer, c'est même trop dire, mais c'est une espèce de cérémonie pour manger, pour être, pour partager ensemble, pour être proche de son peuple. Et là où je suis en train de vous parler là, on a fait ça, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'on invite personne, on va là-bas, on attend que le ministre est à Mboukem. Tout le monde accourt. Les gens qui veulent venir nous féliciter, les gens qui veulent venir manger aussi. Parce que c'est très amusant. C'est un bon... C'est vraiment une bonne communion avec la population. Ça n'a rien de politique. C'est le fils du village. Et pendant que je vous parle là, le 26 juillet, samedi prochain, ils m'attendent au village. Ils m'attendent pour que je vienne célébrer avec eux. Parce que ils exigent, ils se disent, voilà, nous devons faire un meeting de remerciement au chef de l'État qui a permis à notre fils de nous apporter l'électricité triphasée au village, qui nous a permis
de faire les routes, d'aménager les routes pour le village, de créer de nouvelles routes, des pistes de desserte, de servitude, qui a permis de créer, qui a créé un CETIC. Donc, les gens, vous ne pouvez pas empêcher ce peuple-là de vous manifester sa joie. Donc, ils exigent. Et moi, je suis heureux de le faire. Ça me plaît. J'ai acheté les bœufs qu'on va abattre, on va partager aux femmes. Et elles vont être contentes, on va partager le riz, le sel, l'huile, les choses comme ça. Les gens au village aiment ça. Moi, je suis du village. Je vous ai dit que je suis du peuple. Donc, j'aime ça moi-même. J'ai vu mon père faire ça. Pourquoi je ne le ferais pas? Nous, on le fait. Monsieur le ministre, parlant de ce peuple, justement, vous êtes ministre de la République du Cameroun, vous êtes là pour servir Oui, tout à fait. les Camerounais, votre service des Camerounais, Tout à fait. à tout moment et à tout temps. Ouais. Vous avez affirmé dans une chaîne concurrente que vous êtes dans le lucre politique aujourd'hui. Vous vous battez pour, entre guillemets, pour vous et pour ceux qui vous soutiennent depuis un certain moment, certains. Est-ce que ce n'est pas paradoxal avec la fonction de ministre? Non, vous avez... J'ai été peut-être mal compris. Je suis le ministre de la République. Et je suis et on m'appelle le ministre du peuple. Moi, à l'époque, on m'appelait l'avocat du peuple. Parce que je prenais... Aujourd'hui, on m'appelle le ministre du peuple. Et je suis très content que les gens disent ça. Pourquoi? Parce que je reçois énormément ici. Je reçois les populations ici. Les mercredis, c'est le jour ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous. Quelqu'un peut venir mercredi de 11h à 15h, remplir seulement la feuille d'audience et venir m'expliquer son affaire. Et moi, quand c'est possible, je règle le problème immédiatement. Sauf quand c'est pour venir me demander l'argent. Moi, je n'en ai pas. Mais quand même, en général, je règle les problèmes. Les Camerounais ont des problèmes. Parfois, ils ont besoin d'une oreille pour écouter. J'ai reçu une femme ici, elle est venue de Bafoussam. Elle ne venait pas pour me demander quelque chose. Elle venait pour me dire que j'ai été condamné. J'ai fait 2 ans en prison, mais j'étais innocent. Je ne viens pas pour qu'on revise le dossier. Je viens pour vous dire qu'on m'a condamné. Ce n'était pas moi, c'était une autre femme qui avait commis le crime et on m'a mis là-dessus. C'était une femme que je connais. C'est elle qui a connu. Elle a fui, mais c'est moi qu'on a arrêté. Elle est venue, elle est restée là, juste pour pleurer. Elle parlait. Et elle parle, et puis elle pleure. Elle parle, et puis elle pleure. Et je sens ça, je sens ses pleurs, je sens sa douleur. Je sens sa douleur. Je sens qu'elle est en train de me dire qu'elle a été victime d'une injustice, d'une erreur judiciaire. Comme ça peut arriver, comme ça arrive. Je suis imprégné de ça. Ça dit que ça me fait monter moi-même les larmes. Parce que je la comprends. C'est ma soeur, c'est ma fille, c'est ma mère, c'est quelqu'un des miens. Donc, je suis là pour ces gens-là. C'est pour ça qu'on m'appelle le ministre. Je suis là pour ces gens-là. Je suis là pour écouter ces gens-là. Elle est rentrée à Bafoussam. Elle était soulagée. Elle a parlé du ministre de la Justice pour lui dire, pour alléger sa peine. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. Elle ne venait pas pour que je révise le dossier. Elle avait déjà purgé. Elle était déjà sortie. Donc, vous avez des gens qui n'ont pas encore purgé, qui ont des peines, qui ont des problèmes, qui sont en justice et qu'il faut régler. Il faut rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des gens qui ont des procédures qui ont traîné et qui viennent me voir. Ma procédure traîne depuis 3 ans, depuis 4 ans. Ça me cause un tel préjudice. Je suis obligé. Vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas donner des instructions à un juge. Mais au moins, je peux demander au procureur général de veiller. Pourquoi? Qui traîne? Qui fait traîner ce dossier? Est-ce que c'est un greffier? Pourquoi? Au moins, si c'est un greffier, je peux le punir disciplinairement. S'il a freiné le dossier. Donc, je suis là pour éviter que ça se passe. Parce que si la justice ne joue pas son rôle de régulateur de la société, on va à volo. Et nous sommes là pour veiller. Si vous voyez qu'on marche là dans la paix et qu'il n'y ait pas des règlements de compte ou bien la justice populaire, c'est parce que la justice fonctionne. Si la justice ne fonctionnait pas, il y aurait la justice populaire. Même ceux qui nous réclament trop de vigueur. Je dis qu'il faut doser. Un peu de vigueur de temps en temps quand il le faut, mais de la souplesse aussi quand il le faut. Il faut gérer. C'est vraiment... Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez.
Et moi, j'ai la chance d'être avocat et donc d'avoir fait une carrière dans le public, dans le peuple, et de le comprendre. De comprendre, d'abord, j'ai l'avantage de comprendre les magistrats aussi, pour les avoir défendus autrefois. C'est-à-dire que l'indépendance de la magistrature, j'ai la chance de les connaître, de savoir qu'il y a des bons et des moins bons, et de savoir que quand les moins bons interviennent, comment il faut réagir. J'ai la chance de connaître ça. Et ici, au ministère de la Justice, je ne suis pas seul, je suis avec un haut magistrat qui lui a fait sa carrière dans le ministère public, donc du côté de la répression, et moi je suis du côté de la défense. Et donc lui et moi, vraiment, on s'additionne, on se comprend. On discute, on décide. Et moi je dis, j'impose aussi le point de vue, n'est-ce pas, du peuple. Je suis le peuple ici. Ok, monsieur le ministre, vous êtes arrivé au gouvernement en janvier 2019, après avoir brillé quand même avec une coalition qui a soutenu le président Biya, il parle du G20. Oui. Cette coalition qui s'est imposée dans l'anneau social et politique au Cameroun à cette époque-là. Aujourd'hui, vous avez été ici, vous avez été nommé membre du gouvernement. Nous sommes encore à une année électorale aujourd'hui, rebelote 2025, présidentielle. Le G20 est devenu quoi? Il est où aujourd'hui? Il n'existe plus. Où sont les membres? Le G20 existe toujours. Quelques membres, quelques chefs. Le G20 en tant qu'institution existe toujours sous la forme du G20. Mais quelques leaders sont passés de vie à trépas. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Et paix à leurs âmes. Je garde une minute de silence pour eux, une minute virtuelle pour ces gens qui nous ont accompagnés et qui sont décédés. Le dernier a été enterré le week-end dernier. Et donc, c'est la famille. C'est-à-dire qu'il y a une restructuration au niveau des partis. Des gens ont repris les partis et on va continuer. En réalité, le G20 vit. Nous avons un groupe WhatsApp où nous échangeons quotidiennement. Nous avons un groupe WhatsApp, on se parle, etc. Normalement, il devrait être reçu par le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Mais ça va même évoluer. Puisqu'il y a des nouvelles demandes, il y a de nouveaux partis politiques, d'autres partis politiques qui n'étaient pas avec nous, qui veulent nous rejoindre. Donc il est possible que ça passe du G20 à G30, peut-être G50, je ne sais pas trop. Donc il y a une demande quand même. Ça existe, ça agit. Nous sommes présents. Bon, moi, avec mes activités du gouvernement, c'est le docteur Eno qui agit actuellement comme porte-parole vraiment au quotidien. C'est lui l'exécutif, on va dire. C'est lui l'exécutif du G20. C'est lui, parce que moi, je suis absorbé par mes activités gouvernementales. Je ne peux pas être en même temps le porte-parole comme du G20. Donc c'est lui. Nous sommes à une année électorale, l'élection présidentielle 2025, c'est en octobre prochain. Vous venez de réaffirmer là, votre soutien au chef de l'État de façon unipersonnelle avec le parti, le PADEC. Ça, le PADEC a réaffirmé. Tout à fait, voilà, le PADEC. Vous nous avez dit ici qu'il y a quand même beaucoup d'actifs à mettre à l'endroit du renouveau depuis 43 ans qu'il trône au magistère au niveau du Cameroun. Mais de l'autre côté, les Camerounais se plaignent quand même, tout azimut, qu'il y a une précarité ambiante, qu'il y a une caporalisation du pouvoir au Cameroun et qu'ils ne voient pas véritablement le bout du tunnel arriver. Je vais prendre un exemple factuel. On vous a vu sur l'autoroute des Douala à l'époque, elle est magnifiée, l'autoroute des Douala. Quelques années après, le projet n'est pas fini. La première phase a pris beaucoup plus d'argent que prévu. La deuxième phase convoque encore des montants assez faramineux. Au Cameroun, on dit qu'on a le coût de la route le plus cher du monde. Que pensez-vous du projet d'autoroute aujourd'hui qui n'est pas fini, qui continue à coûter les pieds à tête aux Camerounais? Quel est un projet quand même? Je vais vous dire. Ce n'est pas moi qui gère ce département ministériel. Je salue la personne qui gère ce département ministériel, qui fait de son mieux, qui fait beaucoup. Quoique le plus critiqué. C'est un département critiqué parce que les gens veulent voir les réalisations. Et vous promettez, si vous promettez quelque chose que les gens ne voient pas, ils seront fâchés. Ils ont un véritable problème dans ce département ministériel. Les routes. Avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui nous donnent de l'argent estiment que nous devons dédommager
les personnes qui seront touchées par le tracé. Et ça, c'est véritablement un problème. C'est véritablement un problème. L'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun est soumise au dédommagement préalable des populations. Et ces populations-là, parfois, exagèrent. Ils vous mettent un pied de banane à 5 millions. C'est le cas sur la route. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Ça dit que les populations exagèrent. Moi, j'ai dit, en conseil de cabinet, qu'on devrait examiner la possibilité de modifier cette loi-là pour annuler complètement le dédommagement, n'est-ce pas, de déguerpissement pour cause d'utilité publique. Parce que quand une route passe, elle enrichit le village. Maintenant, vous allez payer les gens encore pour les enrichir. Bon, un de mes collègues a dit que maintenant, il y a les tombes, tout ça, qu'on va traverser, il y a les maisons qu'on va... Je peux comprendre les tombes, je peux comprendre les maisons. Mais en général, ce qui pointe, c'est que les gens disent que vous avez traversé dans leur champ. Il n'y a même pas de maison, il n'y a pas de tombe là-bas, mais vous devez payer. Et c'est des sommes énormes. Et les bailleurs de fonds tiennent. Ils disent que c'est les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, il faut payer. Donc ça gêne. Pour moi, on devrait annuler ça. Pourquoi ? Ça gêne le développement dans certaines régions du pays. À l'ouest, à Tcham, quand on a fait la route Tcham-Bamongum, ça a traversé dans nos plantations, là-bas, en Beng et tout ça. On a dédommagé personne. Mais nous n'avons même pas réclamé. Nous étions contents d'avoir le bitume. On était contents d'avoir le bitume. Et maintenant, les gens se sont mis au bord de la route. Ça a profité à tout le monde. On n'a jamais dédommagé personne là-bas. Et personne ne revendique. Mais vous allez ailleurs. Vous voulez entreprendre un travail pour l'intérêt général. Les populations disent que l'argent d'abord. On a eu un projet d'électrification dans l'Est où le montant de dédommagement dépassait le montant de l'investissement. Les gens ont délocalisé ça. Les gens ont dit, dans le Noun, je crois, on m'a dit que dans le Noun, on a dit, pardon, donnez-nous ça, on a besoin de ça. On a délocalisé. Donc, les populations elles-mêmes empêchent qu'on développe. Alors que la route, quand elle passe, le terrain qui valait 1000 francs le mètre carré va valoir 10 000 mètres carrés. Le simple fait que la route, le bitume passe dans votre village va faire en sorte que une ville va se créer, votre village devient une ville. Et donc, moi, je suis absolument contre ça. Ça freine notre développement. Mais allez dire ça aux bailleurs de fonds. C'est eux. Moi, je ne sais pas pourquoi les bailleurs de fonds tiennent absolument à ce qu'on dédommage. Donc, vraiment, ça nous freine. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça freine et que le montant est exorbitant. Il faut dédommager les gens sur la place. Et payer le bananier à 5 millions. C'est quoi ça? On a vu un exemple à Kribi où on a arrêté des gens pour mettre en prison. Parce que les gens de Yaoundé, sachant que la route va passer à tel endroit, sont allés voir les villageois pour acheter les terrains là, pour dire que c'est notre propriété. Et puis, quand on va faire le tracé, ils vont présenter leur facture. Non! Le Camerounais est un peu malhonnête aussi. Il est résilient, il est travailleur, mais un peu malhonnête. Parce que ça dit qu'on voit l'État comme la vache à lait, qu'on va traire, ça dit que tu places un Camerounais n'importe où. On ne va pas quand même aller chercher les Tchadiens pour gouverner ici, même eux, est-ce qu'ils sont meilleurs? On va travailler avec nous. Il faut que le Camerounais apprenne l'honnêteté, apprenne l'intérêt public, l'intérêt commun, ce qu'il faut pour le développement de notre pays. Il ne faut pas que les gens soient toujours... le président nomme quelqu'un quelque part, et après il détourne tout l'argent. Vous croyez que c'est normal ça? Vous croyez que le président il serait content, même si c'est vous? Est-ce que vous saviez que le type là dès qu'il va voir l'argent, il va trembler, il va tout voler? Non, on ne peut pas. Mais quand même, il faut louer les efforts du gouvernement pour fustiger et punir ces gens-là, les condamner, les attraper. Mais quand tu les arrêtes, tu mets en prison. C'est encore le peuple qui dit libère, libère, libère. Donc, il faut que les Camerounais sachent un peu ce qu'ils veulent. Qui actuellement obligé, on va revenir à la présidentielle qui est en octobre prochain. Le président a convoqué le 11 juillet il y a quelques jours. Les partis politiques ont commencé du moins à déposer les candidatures. On commence à voir une légère lisibilité de ce côté-là. Il y a un homologue à vous pour un parti politique, c'est Célestin Bédigui,
qui, lors de son assemblée qu'il a tenue récemment pour le Congrès, a estimé que les politiciens de plus de 70 ans devraient laisser la place aux jeunes. Pour lui, c'est inopérant aujourd'hui de penser déjà au Cameroun lorsqu'on a atteint 70 ans. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Absolument pas. Absolument pas. D'abord, il n'est pas le premier. J'ai entendu le président d'un pays voisin dire aussi que oh, laissez-moi aller me reposer, je suis fatigué, les autres devraient aussi faire comme moi. Pardon, faites ce que vous avez à faire, ne dites pas, ne prescrivez pas aux autres ce qu'ils ont à faire. Mais après, apparemment, il serait candidat lui-même. Il serait candidat prochainement. Donc, les gens là, c'est Bézigui, c'est parce que c'est qu'il ne gagnera pas, il ne fera rien. Il a investi une femme, je crois, il a investi quelqu'un d'autre pour être cohérent avec ce qu'il dit. Mais il sait qu'il ne gagnera pas. Il n'a pas gagné la mairie de Monatélé, ce n'est pas la présidente de la République qui va gagner. Il est conseiller municipal là-bas, il n'a pas la majorité là-bas. Je crois qu'il est maire adjoint. Mais il s'agit d'une élection présidentielle. Et la question que vous posez est celle qu'une majorité du peuple se pose, y compris dans les rangs du RDPC. On a vu Lyon Teller qui porte plainte, qui fait ceci. Il y a eu des gens à l'intérieur du RDPC, du parti au pouvoir, qui critiquent l'âge du président. On ne peut pas ne pas comprendre cela. On se dit, est-ce qu'à 92 ans, vous allez encore lui donner 7 ans pour qu'il arrive à 99 ans? C'est compréhensible. Mais sauf que, ici, nous devons peser, mettre dans la balance l'équilibre de notre pays, c'est-à-dire la paix, et le départ du président. Je veux dire, parce que, monsieur, d'après ce que je vois, il y a combien de candidats qui sont déjà enregistrés? Il y a une trentaine qui sont enregistrés. C'est-à-dire chacun veut être président. Ça veut dire qu'il y aura déjà la bagarre pour accéder au trône présidentiel. Il y aura la bagarre. Parce que chacun là, ça c'est les visibles. À l'intérieur du RDPC, il y a les invisibles aussi, qui veulent la place. Et tout cela risque de fragiliser l'équilibre. Tout cela risque de fragiliser les acquis de 42 ans. Ou même de 65, ça veut dire les équilibres que nous avons fait depuis de l'indépendance. Est-ce que nous allons risquer ça pour ça? Moi, je pense et je suis persuadé que ce n'est pas l'âge du président qui devrait être mis en exergue. Il faut aussi mettre son expérience. Il faut aussi mettre ses cartes de visite, sa diplomatie à l'international. Il faut aussi mettre sa connaissance des dossiers. Il ne faut pas simplement prendre son âge. L'âge, là, nous pouvons dire qu'il est suppléé par les gens qui l'accompagnent. Je lui apporte ma juvénilité. Comment on dit ça? Ouais, ça dit que juvénile, non, ma jeunesse, non. Je lui apporte ma jeunesse. Je lui apporte ma réflexion. Je lui apporte ma vigueur. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux qui lui apportons de la vigueur. C'est pour ça qu'elle dit que ce n'est pas un scrutin uninominal. C'est un scrutin de liste, c'est un championnat électoral. Vous avez vu combien de gens sont déjà enregistrés, une centaine. Plus le président, c'est un championnat. C'est un championnat. Un championnat, c'est une équipe de football. Notre capitaine, c'est Paul Biya. Il est peut-être vieux, mais il a des joueurs qui sont costauds, qui sont, n'est-ce pas, vigoureux et qui l'épaulent dans son action. Et je dis, pour terminer sur cette question, pour chuter sur cette question, il ne casse pas les cailloux. Il ne conduit pas le bus. Il ne conduit pas le caterpillar. Et on lui demande de réfléchir. Et comment il réfléchit? Nous faisons des notes. Nous faisons, chaque département ministériel a un chef qui décide. C'est mon chef ici, c'est le ministre d'État qui prend la décision sur ce qui est de la justice. Mais quand ça va à son niveau, c'est quand il y a vraiment matière à demander son orientation. C'est-à-dire que discrimination, on appelle ça discrimination. Il y a des choses que je fais moi-même, sans demander au ministre d'État. Mais il y a des dossiers où je dis que non, on ne peut pas signer ça. Il faut que j'ai son avis, il faut que je discrimine pour que ce soit lui. Lui aussi, à son niveau, il y a des choses, il prend les décisions. Et quand il voit que ça touche à la politique du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le maître, n'est-ce pas, de la politique, il lui dit, vraiment, c'est toi qui signes ce dossier. Il lui envoie ça. Donc, ce n'est pas le président qui fait tout, c'est nous. C'est nous. C'est une équipe. Ce n'est pas le président seul. Le président n'est pas un dictateur.
Et ce qui est bon avec le président, c'est qu'il écoute. Si vous mettez quelqu'un d'autre là maintenant, qui n'écoute pas, qui pense qu'il est un dictateur, qui va réfléchir, qui va prendre des décisions sans consulter, ça va être très, très compliqué. Nous sommes un État. On ne badine pas comme ça avec un État. Quand un État tombe, mais vous ne pouvez pas savoir les conséquences sur le plan international. Regardez la Libye. On a parlé de ça à la Libye, que oh, le président est vieux, il est âgé, il a mis trop longtemps, il a trop longtemps. Ils sont venus avec la guerre. La Libye a progressé aujourd'hui. Regardez aussi ailleurs quand même comment ça se passe. Vous avez mis un jeune président en Ukraine là. Ça marche beaucoup. Ils sont payés en guerre. Donc réfléchissez quand même. Ne vous concentrez pas sur la... Je sais qu'il y a une certaine lassitude à voir le même président pendant 42 ans. Il y a une certaine lassitude qui est compréhensible. Mais mettons l'intérêt général et surtout l'intérêt du pays en avant nos petites frustrations personnelles, que chacun veut voir son frère ou n'importe qui à la place. Et ça, c'est encore un péché de la démocratie occidentale que nous avons hérité à la colonisation. La démocratie coloniale est concentrée sur le fauteuil présidentiel. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. En Chine, par exemple, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont tous à l'intérieur du Parti communiste. Ils font le plan à l'intérieur du Parti communiste. Et chaque président qui vient suit le plan qui a été tracé à l'intérieur du Parti communiste. Et ils sont la première puissance mondiale aujourd'hui. Monsieur le ministre, est-ce que depuis janvier 2019 que vous êtes nommé membre du gouvernement, vous avez rencontré le président de la République? D'abord, pourquoi faire? Je le rencontre quand c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand il organise, n'est-ce pas, une rencontre. Mais sinon, la question que vous posez m'a été posée l'autre jour. Je suis ministre délégué. J'ai un chef du département qui est ministre d'État. Lui, il a un chef du gouvernement qui est le premier ministre. Lequel premier ministre, chef du gouvernement, a son supérieur qui est le président de la République. Dans l'administration, on dit que l'administration est hiérarchisée. Si vous voyez un chef de bureau aller directement sauter le chef de service, sauter le directeur adjoint, sauter le directeur, pour aller voir directement le PDG, vous trouverez que... Qu'est-ce qu'on dira dans l'entreprise? On a Issa Chiroma qui a quand même annoncé, qui a affirmé que depuis 7 ans, il n'y a pas eu de conseil de ministre. Il n'a reçu aucun ministre. Mais ça donne quand même l'impression, du moins que le président n'est plus au taquet, ne travaille plus. Oui. J'ai promis de vous expliquer les choses. Nous avons un conseil de cabinet tous les mois. Le dernier jeudi du mois. Tous les mois. Où le chef du gouvernement nous répercute les instructions du chef de l'État. C'est pas tous les ministres, s'il vous plaît, qui vont aller voir le président de la République. Disons les choses clairement ici, une fois pour toutes. On a un chef de gouvernement qui reçoit nos plaintes ou nos contributions. Quand j'ai une note sur un sujet de la justice, je donne au ministre d'État. S'il trouve que c'est intéressant, il répercute au niveau du chef du gouvernement. Si le chef du gouvernement trouve que c'est important, il répercute au niveau du chef d'État. Quand nous avons nos réunions de cabinet, c'est des débats. Ce n'est pas des rencontres comme ça. C'est des débats. C'est-à-dire que d'abord, il y a des sujets, puisqu'il y a chaque ministre, on va choisir 2 ou 3 ministres qui vont exposer ce qu'ils ont fait dans leur ministère. Et nous, on est là pour critiquer, pour proposer, pour dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi il faut réajuster? Et après, le chef du gouvernement va donner des orientations. Quelquefois, nous posons des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par le chef du gouvernement. Il rapporte ça au chef de l'État. Et à la prochaine fois, il vous nous dit, voilà les instructions du chef d'État. D'ailleurs, il commence toujours par ça. C'est-à-dire que quand il vient, il nous salue, il nous donne d'abord les instructions du chef de l'État. Voici ce que le chef de l'État a dit. Mais bon sang, il faut expliquer ça aux téléspectateurs, il faut expliquer ça au peuple. Les gens pensent que le chef de l'État est là pour recevoir les membres du gouvernement un à un. C'est quoi ça?
Il a un tas de choses à faire et vous a délégué le travail. Et vous voulez toujours qu'il travaille à notre place. D'ailleurs, quand vous saisissez le chef de l'État, vous, le peuple, d'une requête qui regarde la justice, il me balance ça, il me retourne ça ici. Parce que c'est moi qui suis compétent. Il a nommé un ministre de la Justice pour ça. Le ministre d'État va recevoir la dépêche et il va m'envoyer ça. Moi, si je peux traiter directement, je traite. Sinon, j'envoie ça à un directeur parce que je coordonne les directions. Je donne ça à un de mes directeurs. Je dis, étudie-moi ça. Il étudie, il me fait la proposition. Si je suis d'accord avec la proposition, j'envoie au ministre d'État. S'il est d'accord avec la proposition, il envoie au chef de l'État. S'il n'est pas d'accord, il me restitue. Ou il m'appelle. Il me dit, il y a tel aspect que vous n'avez pas bien examiné. Et il m'oriente. Je répercute aussi à mes directeurs qu'il y a un aspect que vous n'avez pas bien regardé. Allez, regardez-moi ça bien correctement. C'est comme ça que ça fonctionne, l'administration. Le président n'est pas là pour tout régenter, c'est nous. Pourquoi vous croyez que nous défendons le président de cette façon? Parce que nous avons cette parcelle de pouvoir dérivé de lui, qui fait en sorte que nous sommes les accompagnateurs du chef de l'État. Nous sommes comptables de sa politique. C'est nous les acteurs, c'est nous les ouvriers. Nous sommes les ouvriers de l'État qui travaillons pour le peuple au quotidien. Il faut comprendre ça et expliquer à vos téléspectateurs. Ceux qui nous regardent veulent savoir quels sont vos rapports avec le professeur Kamto. Dans l'année 60, on estime que vous êtes toujours taquet vis-à-vis de lui. À chaque fois qu'il fait une sortie, c'est vous qui faites la contre-sortie. On a l'impression que vous êtes en mission pour le président Kamto. Non, oui. Non, d'abord, je vais dire que j'ai beaucoup de respect pour le ministre Kamto, pour le président Kamto, Maurice Kamto, avec lequel nous avions des rapports déjà dans l'opposition. Il n'a pas été mon enseignant, je suis un vieux, j'étais déjà parti. Mais dans l'opposition, nous avons travaillé ensemble. On s'était rencontrés à l'époque, on voulait unir nos forces. Donc, vraiment, ce n'est pas pour moi... il ne faut pas que les gens pensent que je suis... contre lui. Mais il se trouve simplement que c'est mon adversaire politique. Il est avocat, je suis avocat. Il est Bamileke, je suis Bamileke. Il est avocat international, je suis avocat international. Nous avons les affaires. Il représente une certaine population là-bas, comme je représente une certaine population. Je vous ai parlé du championnat électoral. Moi, dans mon camp, je joue un rôle. Je dois barrer mon joueur, mon vis-à-vis. Il est comme mon joueur que je dois barrer. Vous comprenez, non? Donc, si je dois contrer, les autres, chacun doit contrer son joueur. Mais dans un championnat de football, on place les joueurs, son vis-à-vis, non. Comme toi et mon vis-à-vis, en raison, n'est-ce pas, de cette proximité-là, il est mon vis-à-vis. C'est normal que quand il pose un acte, que moi j'intervienne pour rectifier, pour dire que non, c'est pas vrai. Parce que moi, je connais le droit. On n'est pas du même droit, il est du droit public, il est du droit privé, et moi je suis du droit privé. Il peut donner un aspect, et moi je vais dire non. Dans la position du droit privé, ce n'est pas comme ça. Vous avez un peu faux. Donc, ça donne l'impression que je le déteste. Non. Il faut expliquer ça aux gens. Ce n'est pas une question de détester. C'est que je bats mon joueur dans une équipe de football. C'est mon adversaire. Je ne dois pas le laisser marquer le but dans mon camp. Et lui non plus, il ne me laisse pas marquer dans son camp. Il a beaucoup de trolls qui me barrent sur les réseaux sociaux pour que je ne marque pas le but dans leur camp. C'est normal. Dans mon camp, moi je suis Eto'o. Je veux marquer le but. Il va me brutaliser. Ils vont me saccager, n'est-ce pas? Donc, et moi aussi, vous avez vu en 90, quand nous avons joué contre l'équipe d'Argentine, on a placé 3 personnes sur Maradona pour qu'il ne marque pas le but, non. Nous avons gagné, non. On a gagné. Donc, dans une équipe de football, localisée chez les adversaires, leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs, il faut les barrer. Je dois les bloquer pour qu'ils ne marquent pas le but. C'est logique. D'accord.
Merci Bertrand, merci pour les 30 minutes déjà consommées. Bertrand Mika. Mais je voudrais quand même renchérir en posant également deux questions avant de passer la parole à Julio Arcel sur le cas du professeur Maurice Kamto. On l'a vu être investi sur la bannière du Mandem, mais je convoque ici votre casquette d'avocat, expert en question du droit privé, maître Jean de Dieu Momo. On a vu le professeur Maurice Kamto faire une déclaration sur l'honneur et signée par un commissariat, un commissaire de police spécial. Qu'est-ce que le droit dit clairement? Est-ce qu'une telle candidature peut passer à la Cour du Conseil constitutionnel? J'ai dit qu'elle ne peut pas passer. Ça, je vous donne la position du droit. Bon, maintenant, si après, on veut être magnanime et l'accepter par pitié, on pourra l'accepter par pitié, ça ne me gêne pas. Mais voici ce que le droit dit. C'est l'article 122 du Code électoral qui dit que, qui dispose pour l'ensemble, c'est-à-dire que la candidature, la déclaration de candidature, c'est un ensemble de règles, 122. Vous allez voir, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, qui dispose que c'est l'autorité administrative qui est chargée de signer. Et ici, je convoque ce que Kamto a dit par rapport au mandat impératif. Il a dit que la loi est un tout, qu'on ne peut pas diviser la loi. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Tout à fait. Il a dit que il a pris la Constitution, il dit que c'est un tout. Vous ne pouvez pas prendre dans la loi ce qui vous plaît et rejeter ce qui ne vous plaît pas. Je le prends au mot. La loi est un tout. Dans un même article, on ne peut pas dire que les autorités, les personnes qui signent pour les 300 signatures vont déposer leur signature légalisée auprès de l'autorité administrative. Et au précédent article, on dit que ceux qui sont des candidats investis par les partis vont légaliser au commissariat. C'est paradoxal. C'est paradoxal. La loi électorale a choisi l'autorité administrative pour légaliser les documents administratifs, pour légaliser les documents électoraux. En matière électorale, il faut que les gens apprennent ça pour que dorénavant, ils ne tombent pas dans le même piège. Et les officiers de police judiciaire ne sont pas reconnus dans le contexte électoral comme des autorités administratives. L'autorité de police n'est pas, la police n'est pas autorité administrative. La police n'est pas l'autorité administrative. Pas du tout. C'est une autorité chargée, n'est-ce pas, du maintien de la paix. Ce n'est pas l'autorité administrative. Donc, quand c'est l'autorité administrative, c'est le sous-préfet, c'est le préfet, c'est le gouverneur, et on admet aussi l'officier d'état civil pour les actes d'état civil. On admet également l'officier d'état civil, qui n'est pas une autorité administrative, mais qui est une autorité assermentée pour légaliser les documents administratifs. Mais pas la police. La police peut faire des actes sous seing privé, comme la procuration, comme les certificats de vente de voitures, des choses privées entre vous là-bas. Mais quand il s'agit de l'administration de l'État, c'est l'autorité administrative. Il faut que les gens apprennent cela et s'y conforment. C'est comme ça. On attend de voir. Vous comprenez? Non, on attend de voir, mais je vous dis ce que la loi dit. Et je vais loin. Je vais vous demandez à vos enfants. Ils font les concours administratifs. Ils font le bac, la licence, les concours de l'ENAM, etc. Ils légalisent leurs documents où? Ils légalisent leurs documents. C'est interdit. Préfecture sous préfecture, mairie. Exactement. Oui. C'est parce que c'est interdit d'aller... Et c'est depuis un certain temps. Je crois que ça date depuis 2011 que c'est connu. Mais là, vous posez une question quand même intéressante. Est-ce que vous allez me dire que le pape du droit ignorait ça? Il a été candidat en 2018. Sa candidature avait été acceptée. Qui avait composé sa liste? Cette fois-ci, c'est lui-même qui a pris ses propres pieds pour aller au commissariat légaliser. C'est lui-même qui avait fait ça la fois dernière. Est-ce que vous allez me dire qu'il ne savait pas? Et il a plein d'avocats. Comment est-ce qu'il a demandé l'avis des spécialistes qui l'entourent? Maître Sim, c'est un avocat, un brillant avocat. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait, selon vous? Je suis étonné. Parce que je cherche encore à savoir pourquoi. Parce que c'est le B à bas. Il y a ça, et puis la démission. Tout à fait. La démission. Oui, la démission est obéie à un formalisme pour éviter, pour protéger l'élection. Tu ne vas pas venir alors que tu es membre d'un parti
est venu candidater pour un autre parti. Donc la démission obéit à un certain formalisme. C'est l'article 3 et 6. Il dit la voix le 28 juin. Bon, si je n'avais pas fait ma sortie, il aurait dit. C'est quand je l'ai appuyé. Il faut avouer que C'est quand je l'ai appuyé au coin. Oui, c'est quand je l'ai appuyé qu'il a dit ça, non? Qu'il a dit qu'il a déjà démissionné, non? Depuis le 25. Et puis de la carte le 27 juin. Il le dit où? Au siège du MRC. Tu as démissionné d'un parti. Tu fais quoi dans le siège de ce parti-là? Et les gens qui t'applaudissent, ce sont les gens du MRC. C'est adieu, monsieur le ministre. Non, c'est de la tricherie. Mettons les mots qu'il faut aux actes que les gens posent. C'est de la tricherie. Il a voulu antidater. Mais sauf que ça coince. Il n'aura pas présenté ça dans les 15 jours. Le gouverneur avait 15 jours. Il devait transmettre. Il devait lui présenter sa démission là au plus tard le 2 juillet. Le 2 juillet, le gouverneur devait l'avoir déjà. Un gouverneur, soit du centre où il est, soit celui du littoral où est le Manidem. Voilà les deux gouverneurs compétents. Et dans le contexte actuel, vous croyez que le ministre de l'administration territoriale n'a rien reçu? Ah d'accord, il n'a rien reçu. Nous le saurions. C'est une candidature. Un gouverneur aurait reçu, mais ceci étant dit, pour calmer mes amis du MRC. Non, du MRC. Parce que c'est eux qui se dissimulent derrière le Manidem. Tout le monde sait que ce n'est pas le Manidem. C'est le MRC bis. Pour moi, Maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC, moi je voudrais qu'on le laisse concourir comme tout le monde. J'aimerais, parce qu'il ne faut pas donner l'impression. Il a posé deux fautes trop grave, comme le nez sur la figure. On ne peut pas me dire qu'il n'a pas su ça. C'est le B à bas. Le président Maurice Kamto ne peut pas ignorer que pour démissionner, hein, il faut aller voir, il faut déposer. Ça dit que les structures du parti, non, ça change, non? Tu es quand même le président d'un parti politique. Tu vas rejoindre un autre. Non, 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 non. Ça cache autre chose que Romaric veut me faire dire. Ça cache un appel au peuple à la révolution en disant « J'ai été victime d'ostracisme, j'ai été victime d'injustice, j'ai été victime du rejet de ma demande. Descendez dans la rue pour me venger. » C'est ça que ça cache. Il a fait ça exprès pour son plan B. Son plan B qui est d'ailleurs son plan A. Il ne va pas pour gagner les élections, il va pour susciter la contestation publique et la révolution. C'est leur plan depuis. Et nous ne le souhaitons pas. Et c'est pour ça que je dis que il faut le prendre de vitesse. Exposons-le. Donnez-lui la possibilité d'aller concourir avec les autres. Comme ça, il n'aura pas ces 14% de la fois dernière. Il va basculer. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez regarder le SDF, John Fundi, Bello Bouba Maïgari, Damjoya, ceux qui se sont présentés à une élection une fois. La première fois, tu as toujours un gros score. 36%, par exemple, pour le SDF. Mais la deuxième fois, tu chutes. Parce que la première fois, tu suscites beaucoup d'espoir. Tu suscites beaucoup les gens croient en toi. En dehors du parti au pouvoir qui augmente son vote, les autres échouent. C'est naturel. Les gens aiment voter celui qui va gagner. Si on voit que tu ne vas pas gagner, les gens ne vont pas perdre leur voix chez toi. Donc, on a vu qu'ils pouvaient gagner. Les gens sont accourus vers lui en 2018 et il n'a eu que 14%. Donc, il y aura beaucoup de déçus qui vont faire en sorte qu'il ne pourra pas avoir 10%. Ajoutez à ça le fait qu'il a mal géré le parti qu'on lui a donné. 1. Il a conduit ces gens en prison. 2. Le parti qu'on lui a donné, il a refusé de concourir à l'élection de 2020. Et aujourd'hui, il commande un parti pour être candidat. Alors qu'il lui suffisait simplement de laisser courir, participer. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif de dire qu'il a conduit ces gens en prison, Maître Jean de Dieu Momo? Bon, ça peut être un peu excessif, mais ça peut être un peu excessif. Si vous voulez, je retire cela. Voilà. Je peux retirer cela, mais le résultat est là. C'est que des gens sont en prison et qu'ils ont été condamnés.
et que leurs avocats n'ont pas déposé le mémoire d'appel à temps pour que la cour d'appel rejuge à nouveau et peut-être les libère ou réduise leur peine. Aujourd'hui, ils payent le pot cassé parce que... Mais ce n'est pas de la faute de Maurice Kamto, c'est la faute des avocats. Merci, maître Jean-Louis Momo. Vous l'avez si bien dit. Bertrand, on reviendra certainement à vous tout à l'heure. Prenez votre mal en patience. Permettez à Julio Arsène Diop d'écouler également ces 30 minutes dans le cadre de cet entretien. Julio, une fois de plus, bonsoir. Ça passe vite, vos 30 minutes là. Bonsoir, Romaric. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Permettez qu'on casse légèrement l'ambiance. Oui, oui. Je voudrais vous poser une question d'entrée du jeu. On vous prête aujourd'hui une certaine fortune, monsieur le ministre. Êtes-vous riche? Moi, j'ai un salaire. Je vais être riche que j'ai trouvé l'argent où? J'ai un salaire qui n'atteint même pas 1 million. Vous parlez de quoi là? Moi, j'ai une famille On vous à prête nourrir. des nouveaux investissements, monsieur le ministre. Non. On m'a même prêté des immeubles à quoi là, à Mendon ou quelque chose. C'est-à-dire qu'un type construit sa maison, on dit que voici la maison de Momo. Je rigole, je dis que je vais trouver l'argent pour faire ça. Il ne faut pas exagérer aussi. Hein? Il ne faut pas. Mais quand même, hein, je ne suis pas pauvre non plus. C'est-à-dire que je vis dans une certaine aisance. Je n'étais pas pauvre non plus. Oui, je n'ai jamais été véritablement pauvre quand même. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Et moi, quand j'arrive au gouvernement, j'avais ma Land Cruiser. Non? Avant, qui a eu la Mercedes parmi... C'était moi le premier à avoir la Mercedes dans ma génération. Et on venait de partout pour voir ma belle Mercedes. Avec plein d'enjoliveurs comme ça là. Donc je vous parle des années 90. Ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas, monsieur le ministre, mais vous êtes l'un des plus brillants avocats du Cameroun. D'après une certaine notation de certaines agences, peut-être que vous-même vous l'ignoriez, quand on tape vos références sur les moteurs de recherche, vous apparaissez comme un véritable avocat. Vous. Ça fait plaisir. Non, enfin, je vous dis ce que ressortent les recherches, monsieur le ministre, mais nous sommes quand même un peu surpris, vous, à la tête de ce ministère, délégué, si vous voulez, auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, que sous votre majesté, la justice soit placée parmi les ministères les plus corrompus du Cameroun. Comment ça peut s'expliquer? Vous ne pouvez pas dire ça. Les chiffres issus de la... Bon, voyez-vous, oui, les agences de notation, et vous parlez des chiffres de la CONAC, c'est vrai, ça peut sembler nous donner du tort, mais le magistrat a exposé qu'il rende la décision en votre défaveur, immédiatement vous allez dire qu'il a été corrompu. Et parfois c'est faux. Parfois ça peut aussi être vrai qu'il a été corrompu. Je ne dis pas que, puisque nous menons la lutte contre la corruption dans le milieu de la justice, nous faisons vraiment des efforts pour mener, nous menons une lutte acharnée contre ça. Mais nous avons aussi des plaintes de ces gens-là, de ces magistrats qui se plaignent que ils n'ont pas progressé, ils ont un salaire qui est misérable, ils attendaient à une augmentation ou bien ils attendaient à progresser dans leur métier, c'est-à-dire au changement de grade par exemple. C'est-à-dire que le conseil de la magistrature ne s'étant pas tenu, ils n'ont pas été promus. Et nous entendons ça. Et ceux qui sont sortis de l'ENAM comme eux et qui sont partis à l'administration territoriale, c'est-à-dire qui ont fait administrateur civil, ils progressent bien dans leur fonction. Et chez nous, donc il y a des frustrations, mais qui sont liées essentiellement à l'absence, n'est-ce pas, de mutation ou absence, n'est-ce pas, de grade, etc. Mais cela ne veut pas justifier la corruption. Vous savez, la corruption est comme l'adultère. On la combat, mais elle continue de prospérer. Parce que le corrupteur, comme le corrompu, ils ne le font pas officiellement. Et ils sont contents, c'est comme l'adultère. C'est-à-dire qu'ils le font, et nous devons nous battre. Ce n'est pas propre à notre pays. C'est propre à tout. Mais sauf que dans notre pays, pour peu que le magistrat rende une mauvaise décision, on va dire que c'est un magistrat. Monsieur le ministre, au Cameroun, on dit régulièrement que la justice est aux ordres. Pouvez-vous nous donner l'assurance ou les garanties d'une justice libre et indépendante? Je vous donne l'assurance ici que nous ne faisons pas de justice aux ordres. L'assurance vient de moi-même en tant qu'acteur. Je suis là, je vois. C'est pas. Nous n'intervenons pas dans les affaires de justice. En raison de la séparation des pouvoirs, que je critique même d'ailleurs.
que j'ai soutenu hier, quand j'étais dans l'opposition de la société civile. Mais aujourd'hui, je la critique. Pourquoi? Je la critique parce que l'indépendance de la magistrature fait en sorte que certains magistrats, pas tous, rendent des décisions quand même qui choquent l'opinion publique. Mais qui sont des décisions conformes à la loi. Vous ne pouvez rien lui faire. On a cité le cas, par exemple, d'une décision rendue à 2 ans de sursis pour un homme qui a tué sa femme. Tout à fait. Qui a d'ailleurs fait. Bon, ça, voilà. Donc, vous voyez, c'est un magistrat du siège. Nous ne pouvons pas lui dicter sa loi parce que c'est sa conscience et la loi. Or, il a appliqué selon sa conscience et sa loi. Mais ça choquait parce que le type ayant déjà fait 2 ans. Il aurait pu lui donner 2 ans et qu'on n'allait pas crier comme ça. Oui. Donc, lui ayant donné le sursis, elle n'a pas violé la loi. Mais sauf que ce sont des décisions qui parfois choquent. On a aussi d'autres cas où on voit des magistrats du siège condamnés à des peines excessives pour des crimes vraiment, j'allais dire, mineurs. Un type est accusé de faux. Il ne comparait même pas pour s'expliquer, tu le condamnes à 10 ans de prison. Mais il faut pas exagérer. C'est ça qui fait votre originalité. Vous êtes franc, monsieur le ministre. Ça existe. C'est pas normal. Et vous faites quoi, vous, à votre niveau, pour stopper ce type Non, de mais fantaisie? moi je dis que je vous donne les raisons pour lesquelles je critique l'indépendance de la justice. Parce que là, je ne peux rien lui dire, il est du siège. Moi, je ne peux parler qu'au procureur général. Or, le procureur général qui nous représente ne prend que des réquisitions, il ne prend pas les décisions. Nous, ce que nous pouvons demander, c'est de dire au procureur général, il faut relever appel. Vous allez relever appel et puis on va voir ça à la cour d'appel. On va discuter avec les hauts magistrats de la cour d'appel pour réformer cette décision-là. Donc, parfois, vous voyez, c'est gênant. On a des cas comme ça où le tribunal, j'ai un cas où on a condamné une ménagère à l'emprisonnement à vie pour détournement de deniers publics, pour une histoire de faux, que le faux, elle a utilisé pour toucher les salaires et que les salaires la constituent un détournement de deniers publics. Je dis, mais vraiment, où on est dans quel monde là? Elle a travaillé, oui. Est-ce qu'elle a utilisé le faux? Peut-être, pour vouloir faire son reclassement. Est-ce qu'on a eu le reclassement? Non. Et vous le condamnez, pourquoi? Est-ce qu'elle a un technicien de surface n'a pas besoin de diplôme? Vous le condamnez, vous dites que tous les salaires qu'elle a perçus, c'est le document. Donc, ça choque. Vous comprenez? Mais comme c'est le siège, je ne peux rien dire. Je comprends très Et bien. c'est pour ça qu'elle dit qu'il faudrait qu'on revoie cette histoire où on dit que le juge rend selon sa conscience et la loi. Il faudrait peut-être qu'on s'en tienne un peu à la loi. Et surtout, vous voyez, c'est pas tous les magistrats, je vous dis. C'est certains. Et nous devons vraiment rappeler que la justice est là pour réguler la cité. On ne peut pas prendre ce genre de décisions, des décisions d'humeur. Des décisions, parce que le type qui rend la décision, il dit que bon, elle n'a pas comparu. Elle n'a pas comparu, ça veut dire qu'elle reconnaît le fait. Mais bon sang de bon Dieu, examine le dossier. Dans la zone anglophone, même l'aveu, même quand vous avez avoué, le juge a l'obligation d'examiner si votre aveu est sincère. Si votre aveu ne procède pas de la protection. Puisque les systèmes sont différents. De la protection de votre femme, de votre enfant. Peut-être que c'est votre femme qui a commis le crime et vous dites que c'est vous. Oui. Donc là-bas, on examine. Pourquoi dans la zone anglophone, dans le Cameroun, dans un même pays, on va examiner là-bas et ici, on ne va pas examiner? Alors, monsieur le ministre, parlons à présent de ce court instant. Peut-on parler, ça c'est d'abord, ça dépendra de votre réponse, avez-vous assumé l'intérim ici au ministère de la Justice à un moment, il y a quelque temps, vous avez au devant de la scène, personnellement je vous ai vu à la rentrée solennelle de la magistrature suprême, assumiez-vous officiellement l'intérim, monsieur le ministre? Oui, bien sûr. J'assume l'intérim officiellement. C'est-à-dire que quand le chef de département n'est pas là, c'est moi qui suis là. Et je les avais réunis pour leur dire que le chef n'est pas là, il est indisponible, c'est moi. Oui. Et il y a eu des contestations. Justement. Il y a des gens qui ont contesté, qui disent qu'on doit avoir un décret. J'ai dit, mais dans quelle administration on va aller prendre un nouveau décret? Le ministre délégué est là, il assure l'intérim automatiquement lorsque le ministre titulaire n'est pas là. Ça ne doit pas se discuter. Et ce n'est pas moi qui viens de la société civile à apprendre ça à des hauts magistrats. Tout à fait. Hein? Donc, mais ça s'est passé, c'est moi qui ai assuré l'intérim, je signais en tant qu'intérimaire et c'est logique. Si quelqu'un pense que j'usurpais la fonction, qu'il aille attaquer les actes que j'ai signés. Ça me donne d'ailleurs l'occasion de vous poser cette question sur cet épisode. Je crois
l'affaire qui opposait Sundance Ressources à l'État du Cameroun, où vous avez eu un petit clash avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Comment avez-vous vécu cette période-là? D'abord, vous opposez une fin de non-recevoir, après, vous pliez à une nouvelle correspondance. Monsieur le ministre, était-ce un aveu d'échec ou de faiblesse? J'ai plié parce que l'affaire ne devait pas être rendue publique. Nous sommes dans un dossier confidentiel, dans un dossier sensible. Je retrouve mes correspondances dans les réseaux sociaux le lendemain. J'ai même saisi Antique pour qu'ils mènent les enquêtes pour qu'on arrête ceux qui ont publié cette affaire-là. C'est clairement une fuite, monsieur le ministre. C'est une fuite dangereuse. Nous sommes dans une affaire importante qui engage l'État du Cameroun et qui est pendante devant la juridiction. Aucune fuite ne peut être tolérée. Et ça est fuité. Et immédiatement, vous dites que j'ai jeté l'éponge. Immédiatement, parce que la fonction de secrétaire général de la présidence doit être sacralisée, elle doit être protégée. C'est un peu comme le vice-président. C'est un peu comme le président. Quand le président n'est pas là, c'est lui. C'est lui. Il a la délégation de signature du président. Sa fonction doit être protégée. On ne va pas entendre dans la presse qu'un ministre délégué est en train de discuter les instructions d'un ministre d'État, secrétaire général à la présidence. C'était inacceptable. Donc, immédiatement, j'ai jeté les bons. J'ai dit non, je ne suis pas dans votre combat là. Moi, je ne fais pas ça. Voilà qui est clair, monsieur le ministre. Je ne suis pas là. Je ne veux pas venir désacraliser l'État. Et qu'on voit que au sein d'un même gouvernement, on se chamaille, les ministres, un ministre délégué se chamaille. Le ministre d'État titulaire du département avait prise. Puisque c'était son dossier. Moi, je ne connaissais pas le dossier avant. Vous précisez clairement. Oui, je ne connaissais pas le dossier. Le dossier m'est tombé dessus. Et j'ai vu qu'il avait pris des positions. Moi, je ne peux pas prendre une position contraire. Ce serait de la haute trahison. Je le trahirais. Et puis, je ne me respecterais même pas. Et puis, qui me respecterait? Si vous savez que vous ne pouvez pas me tourner le dos, que je vais vous poignarder dans le dos, personne ne me respecterait. Moi-même, je ne me respecterai pas. Non, Momo n'est pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis désolé. Alors, monsieur le ministre, une autre question. Il se dit clairement que le secrétaire général, peut-être vous avez dit que vous ne répondez pas ici en qualité de ministre, mais on vous a en face de nous. Il est difficile de ne pas pouvoir informer l'opinion, jouit de beaucoup de pouvoir, et qu'au sein de votre gouvernement, il y a au moins 2 clans. Que répondez-vous à cet argument qui émerge de plus en plus? Voyez-vous, le secrétaire général de la présidence est ministre d'État. Ngongo. Oui, on l'appelle aussi vice-dieu. Mais il est normal qu'il reçoive des attaques. Le pauvre, il doit recevoir des attaques. Parce que beaucoup d'attaques procèdent de la jalousie. Bon, c'est vrai aussi que lui, il veut affirmer son pouvoir vis-à-vis de certains aînés qui n'acceptent pas. Oui. Qui n'acceptent pas. Il doit pouvoir modérer quand même quand il parle à des aînés. Il doit pouvoir quand même... il y a le droit d'aînesse. C'est pas parce que tu es... que tu dois parler quand même aux aînés. Oui. Mais sinon, il est victime de sa posture. N'importe qui à cette place-là sera combattu. Donc c'est normal, c'est logique qu'on le combatte parce que c'est une place du vice-roi et que chacun convoite. Chacun veut être là. Donc, moi, maintenant que... Mais je ne sais pas si ça peut arriver qu'un ministre allié occupe cette place de souveraineté. Moi, je suis allié. Je ne sais pas si on peut mettre... Est-ce que vous avez vu un allié qui a un poste de gouvernement centralisé là? Non, moi je ne suis pas un rêveur. Mais si tu me mets là, j'accepte. Mais j'accepte, mais en sachant que ce n'est pas une place où
on sera aimé. Et en même temps, ce n'est pas une place où on peut exercer seul. Il faut avoir les avis, il faut demander les avis des aînés. Ce pays fonctionne parce que nous avons des aînés. Il ne faut pas donner l'impression qu'on donne la chasse aux vieux. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. L'impression que le ministre délégué, pas le ministre délégué, le ministre d'État a donné, c'était qu'il donnait la chasse un peu aux vieux. Ça énerve les gens qui étaient là avant qu'il arrive. Ça dit que c'est naturel, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Que ça dit se sentent mal, que le ministre d'État, Loasso, se sente mal, que Moudi se sentent mal. Vous voyez, ils ont une tranche d'âge, ils étaient là avant. Bon, moi, ma culture m'enseigne qu'il faut toujours faire profil bas. Et il a une posture où qu'il fasse quoi, il va avoir les ennemis. On va l'utiliser. Donc ne leur prête pas le flanc. Fais ton travail, exécute les instructions du chef de l'État, mets la poigne pour ceux qui ne veulent pas exécuter. Oui, il faut mettre la poigne, mais il ne faut pas trop, il y a des points qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que ça pourrait justifier l'hyper-transparence, permettez l'expression, du Premier ministre du gouvernement? L'opinion l'estime quand même un petit peu trop absent. Le chef de gouvernement, est-ce qu'il est transparent vraiment? Je crois qu'il agit dans le cadre de ses fonctions. Oui. Non. Aux occasions des sorties du président de la République, lorsqu'il faut faire ou donner quelques recommandations, il est presque parfois ignoré sur les photos. Il n'est pas ignoré, il est toujours placé avant le secrétaire général. Il est placé en premier, le secrétaire général est placé ensuite. Non, il n'est pas ignoré. C'est parce que lui, il voit par exemple le président au quotidien pour rendre compte. C'est-à-dire que c'est lui, au moins une fois par mois. Il doit le voir au minimum. Donc, ce n'est pas la peine d'aller le voir là-bas. L'autre a même déjà une délégation de signature qu'il peut discriminer. Moi, je ne vois pas le garde des Sceaux tous les jours. Moi, si je lui fais des notes sur des sujets que j'estime pouvoir porter à son attention. Mais s'il a besoin de moi, il me fait appeler. Moi, je viens. C'est pareil avec le secrétaire général. Il ne va pas voir le président tous les jours, puisqu'il a une délégation de pouvoir pour le signature, pour exécuter. Mais il ne peut voir le président que s'il vient pour ça. Mais c'est différent avec le chef du gouvernement, qui doit lui rendre compte. Sur tel sujet. Donc, ce n'est pas la peine de venir afficher ça en public, oh, je bavarde avec lui. Alors que tu l'as vu hier. Vous étiez ensemble hier. C'est pas nécessaire. Non, il n'est pas transparent. Je crois qu'il joue bien son rôle. Il est vraiment un bon Premier ministre qui joue son rôle, qui essaye vraiment qui tient bien son gouvernement. Moi, il m'a appelé seulement une fois pour me faire un reproche. Mais après, quand je lui ai bien expliqué, il a compris. C'était au début, quand j'entrais et qu'on disait que je suis présent dans la presse, dans les journaux, tout ça. Là, il m'avait appelé pour attirer un peu mon attention. Mais quand je lui ai expliqué et que le gars des Sceaux a pris ma défense pour dire que non, je suis le chef d'un parti politique. Vous ne pouvez pas empêcher un chef de parti politique de prendre la parole pour son parti. Ça ne vous lie pas, ce que le président du PADEC dit. Ça ne vous lie pas. Ça lie pas le gouvernement. Donc c'est là où... Sinon, les autres fois, vraiment, on a travaillé en bonne intelligence. On travaille... il approuve mon travail, il reçoit les notes si je lui adresse une note. Non, c'est un bon Premier ministre, je ne vois pas. Voilà, cette question, je la pose à M. le Président du PADEC, Jean de Dieu Momo. Président, 42 ans, c'est pas un petit peu trop au regard des souffrances auxquelles ont été exposés les Camerounais depuis 4 décennies? C'est ça, c'est-à-dire que... Vous demandez toujours le mandat de trop. Le problème, c'est que, est-ce que vous n'exagérez pas ces souffrances du peuple? Parce que le mot souffrance, là, qu'on répète à satiété, est une arme politique. Regardez les gens qui disent qu'on souffre trop, on souffre trop. Ils sont généralement joufflus, ventrus, ils ont un bon compte bancaire, ils mangent bien à leur faim. Mais c'est eux qui disent qu'ils sont... Moi-même, j'ai tenu le même propos. Monsieur, moi, vous parlez à quelqu'un qui est de la société civile. Justement, moi, je me suis filmé dans les marécages sur les ponts en machin. Ouais, pour dire que oh, la misère. Mais j'étais avocat international, je mangeais à ma faim. Non, j'ai dit, j'étais avocat international, n'est-ce pas? Je sortais et je gagnais quoi, $20 000 par mois.
c'est-à-dire l'équivalent de 10 millions. Oui, elle n'est pas- Mais je C'est crie... de la manipulation, manipuler, jusqu'à qu'il manipule. Non, je dis que les acteurs politiques tiennent ce genre de discours qui sont des armes politiques. L'arme alimentaire. Hein? Vous souffrez trop. L'arme de la souffrance, c'est pour conquérir le peuple. Parce que même celui qui ne souffre pas va dire que oui, je souffre. Même celui qui est bien va dire que oui, c'est vrai. Parce que l'homme aime qu'on s'apitoie sur son sort. Oui. La nature humaine, il y a un bon livre là que j'ai lu sur la nature humaine. L'homme aime qu'on s'apitoie sur son sort. Et donc les hommes politiques utilisent la souffrance pour que les gens, l'électorat, s'apitoient sur leur sort et qu'ils exploitent la misère, là, entre guillemets, du peuple pour avoir leur électorat. C'est ça. Parce que sinon, ils ont quel autre argument? Vous venez dire à une maman, Bayam Salam, qui a réussi à vendre ses tomates, ses trucs, pour nourrir ses enfants. Personne n'a faim. Les enfants, là, nous sommes tous des enfants de pauvres types. Mon père était tailleur, mais je ne peux pas dire que nous étions des malheureux. Mon père était artisan tailleur. Ma mère ménagère, elle n'a jamais même été à l'école. Elle a fait l'école sous l'arbre. Monsieur le ministre, il y a Donc, un de vos collègues vous qui a parlez dit- d'un enfant de pauvre ayant grandi à Bafou, au village. Monsieur le ministre, un de vos collègues affirme qu'à Yaoundé, on peut vivre aisément avec 36 000 francs CFA. Non, non, N'est-ce pas non, une insulte? non. Vraiment, ça c'est le ministre du Travail, Grégoire Ona, on lui prête ses propos. Il a dit. Non, il parlait du SMIC, Du SMIC, ouais, qu'on peut vivre avec. Parce qu'en réalité, de son point de vue, quand tu vas au marché, le plat de riz dans le restaurant Tourne-d'eau coûte 300 francs avec un morceau de viande, un morceau de machin, un morceau de poisson. Quand tu veux un gros plat, tu prends le plat de 500. Avec tes 32 000, si tu as loué une case dans les lobbies à 10 000 francs, vraiment, tu peux vivre dessus. Mais en réalité, ce n'est pas ça, de ça qu'il parlait. Il parlait du SMIC. Les gens critiquaient le SMIC. Parlons une seconde de ce SMIC-là. Le SMIC, les gens revendiquent qu'on fixe le SMIC à 150 000, à 200 000. Acceptons que l'État fixe ça. Ce n'est pas l'État qui paye le SMIC. C'est ça, c'est sûr. C'est vous. Est-ce que vous allez payer votre chauffeur? Difficile à Hein? Parce que ça va vous dire que votre chauffeur, votre ménagère, la personne qui accompagne vos enfants, vous devez lui payer 200 000. Mais nous sommes là pour protéger le peuple même contre lui-même. Parce qu'il demande quelque chose il va pleurer. En France, on dit que le SMIC était à peu près l'équivalent de 600 000 francs CFA il y a quelque temps. Oui. Hein? En France, en Europe. Combien de gens de SMICA là, Même si ça paye une ménagère à... ils réussissent à... Non, ils ne payent plus de ménagères ni de chauffeurs. Ils ont même abandonné les voitures. Parce qu'ils ont dit qu'il faut payer le parking. Les gens préfèrent les transports en public. Tu n'achètes pas de maison. Parce qu'en France, les gens n'achètent pas de maison. Parce que si tu achètes la maison, tu vas payer la taxe foncière. Les gens n'achètent pas de voiture. Parce qu'il va falloir payer de l'argent pour être dans le parking. Et quand tu as la voiture, c'est pour sortir seulement le week-end. Donc voilà la vie que vous voulez copier. Or, nous, on fait ça pour protéger le peuple aussi. Si on accepte le SMIC, qui va payer le SMIC? Ça veut dire que si tu as deux ménagères à payer, ça va faire, tu as le chauffeur, tu as la ménagère, ça fait 200 000, ça fait 400 000. Tu touches combien? C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc il faut expliquer ça aux gens. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est l'État. Ce n'est pas l'État qui paye le SMIC. D'ailleurs, l'État, le dernier salarié, c'est-à-dire de l'État, il touche plus de SMIC là. C'est-à-dire les ménagères employées par l'État. Ils sont au-delà de 50, quelque chose de 1000. 80 000, oui. Alors, monsieur Voilà. le ministre, je sors certainement par là, ce n'est pas une question. Y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre, mais qui ne nous a pas été posée? Oh, vous me prenez un peu de cours là, on a tellement parlé, je ne sais pas trop. Moi, je crois que j'ai suffisamment exposé sur le fait que Maurice Kamto et moi, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de nous rencontrer, de nous saluer, de nous parler. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Parce que le peuple bamileke croit que moi, je suis en train de combattre un frère. Ouais, tout à fait. Hein? Et surtout, on dit que moi, je suis plus royaliste que le roi. Que moi,
je suis qui dans la sauce. Je suis le PADEC, que je laisse les choses du RDPC, que ça ne me concerne pas. C'est-à-dire les gens auraient aimé que je me taise. Même dans son camp, les gens m'ont traité de bouffon. Ils ont dit, ben, qui va dire à ce bouffon de se taire? C'est vrai. C'est-à-dire que quand je reçois ça, qui va dire à ce bouffon de se taire? Donc, quand je reçois ça, ça me fait beaucoup rire. Parce que ça veut dire qu'ils aimeraient beaucoup que je me taise. Puisque, apparemment, dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. Donc, ils aimeraient n'avoir pas de contradicteur. Souffrez d'avoir un contradicteur qui vous parle des choses, qui vous édifie sur les choses. Moi, je ne parle que du droit. Je ne cherche pas les attaques. Les attaques vraiment basses. Il y a un professeur qui a fait des attaques abdominales s'agissant de moi, qui m'a traité, je ne sais pas moi quoi là, qui m'a jamais vu. Un petit frère, un enfant, c'est-à-dire qui est presque mon fils. Bon, vous voyez, c'est ça que voulait la société que vous voulez créer. Il aurait pu faire son texte sans m'insulter, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Bon, mais en voulant m'insulter, il s'est piégé parce que on a vu que son texte possédait les traces de ChatGPT. Vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT et signer. Dites que votre source, c'est ChatGPT. Or, il a enseigné. Nous, dans la recherche, nous sommes dans la recherche. Wikipédia n'est pas une source de droit, n'est pas une source du tout. Tu ne peux pas citer Wikipédia pour soutenir une thèse devant qui que ce soit. On ne peut pas citer ChatGPT. ChatGPT, ce n'est pas une source de droit, ce n'est pas une source. Donc, un professeur d'université qui tape ChatGPT et signe de son nom professeur agrégé, c'est un tricheur. Il doit être radié de l'université et son diplôme récupéré. Hein? Donc, voilà. Merci Julio Arsène Job. Bertrand Bika, peut-être pour demander à la réalisation avec une dernière question. Oui, il brûle. On l'a promis. Il brûlait. Ouais. On va pas vous saluer. Je demandais simplement parce que Simpson nous disait que Maurice Kamto n'a pas bien géré le parti qu'on lui a donné. Oui. Vous voulez qu'il nous dise qui a donné au parti à Maurice Kamto? Non, Maurice Kamto n'est pas le père fondateur du MRC. Le MRC a été créé par des intellectuels comme Mathias Onangini, Sosten Medafouda, Mokala Ebodé, et le père fondateur même c'est Alain Foguet. Donc, ils ont créé leur affaire et ils voulaient quelqu'un qui a une aura pour porter le MRC. Et ils ont donc convaincu le professeur d'y aller. Maintenant, je pense que, en toute honnêteté, en toute logique, ils doivent se mordre les doigts. Parce que, où est-ce que le conducteur, le chauffeur du MRC a conduit le véhicule politique qu'on lui a donné? Dans la falaise. Aujourd'hui, lui-même, il a abandonné le bateau pour aller prendre la carte d'un autre parti. Où as-tu laissé le MRC que tu as hérité, Maurice? Tu l'as jeté? Tu l'as abandonné? Après avoir empêché tes militants d'aller conquérir les postes. Et il s'est même prononcé là-dessus en disant que le MSC n'est pas là pour promouvoir les carrières politiques. Mais bon sang de bon Dieu. On parle aujourd'hui de professionnalisation politique. Et le parti politique est le véhicule de transport des ambitions politiques de chacun. Ce n'est pas le véhicule de transport des ambitions politiques du président. C'est pour chacun. Chacun a sa gare de sortie. Vous avez une gare politique à la mairie, comme conseiller municipal, comme maire. Vous avez une gare comme député, etc., etc. Donc, c'est un véhicule de transport public, des ambitions politiques personnelles, individuelles de chacun. Vous, le président, vous avez empêché que ces gens-là aient une carrière politique. Et vous avez conduit le MRCO. Et aujourd'hui, par votre décision, que vous avez même affirmé connaître les conséquences, vous ne pouvez pas être investi par votre propre parti. Vous partez prendre un parti Yango en abandonnant vos troupes, votre propre parti.
C'est comme ça que vous allez faire quand vous allez prendre le Cameroun. C'est comme ça que vous allez diriger le Cameroun en prenant des décisions qui vont mettre le Cameroun dans la guerre comme en Ukraine, qui vont mettre le Cameroun dans la tourmente. Vous allez prendre ce genre de décisions. C'est un grand professeur agrégé de droit public, j'en conviens. Mais là, ces décisions politiques impactent sur la cité, vont impacter sur la cité, impactent sur son parti. Tous ses principaux lieutenants l'ont abandonné. Et c'est lui maintenant qui abandonne le reste. Est-ce que c'est normal? C'est ça que je dis, que ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et il est disqualifié pour prétendre diriger le Cameroun. S'il est incapable de diriger un parti politique, il est disqualifié. Parce que, regardez comment, même après avoir abandonné le MRC, regardez comment il introduit son dossier. En mettant des... Ça dit que, je ne comprends pas. C'est parce qu'il a fait seul, en cachette, clandestinement, en regardant qu'on ne l'attrape pas. C'est parce qu'il a fait seul. Il n'a pas fait avec son équipe. Sim lui aurait dit, Maître Sim lui aurait dit que non, ici, là, on fait... Pour constituer un dossier électoral, ne cherchez pas midi à 14h. Prenez la loi électorale. Commencez par l'article 122, la constitution de dossier, la déclaration de candidature. Faites exactement ce qu'on dit. N'ajoutez rien, ne retranchez rien, faites exactement ce qu'on dit. On a dit quoi? L'intitulé, c'est quoi? Déclaration de candidature. Écrit, objet, déclaration de candidature. Listez les pièces qu'on a listées. Et c'est tout. Ne va pas loin. C'est moi qui avais constitué le dossier du président du Merci en 2011. Parce qu'il était venu me voir pour me dire comment on fait. Parce que si tu connais la moindre faute, on va rejeter. Et quand on rejette, ça ne veut pas dire qu'on te déteste, c'est toi-même. Or, il a commis 2 fautes qu'il ne devrait pas commettre. Alors, c'est comme ça que vous allez diriger le Cameroun que vous voulez là, en commettant des fautes, en violant la loi, c'est-à-dire en marchant sur la loi. Parce que je ne peux pas dire qu'il est ignorant, qu'il ne connaissait pas. Non, à son niveau là, c'est le B à bas. Donc, je ne peux le soupçonner que d'un plan B. C'est-à-dire que d'avoir fait sciemment pour qu'on rejette et qu'il appelle les gens dans la rue. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Momo. 90 minutes sont écoulées. On a d'ailleurs même grignoté quelques minutes en plus. On vous dit merci d'avoir accepté de répondre à l'ensemble des questions de cette grande équipe, justement, de 90 minutes en face. Je vous remercie, Romaric, de m'avoir permis de m'exprimer librement et de répondre en toute liberté aux questions, n'est-ce pas, de vos collègues. Je pense que j'espère avoir édifié. J'espère que les gens comprendront que notre action vise à protéger le peuple, à protéger la paix et à construire le Cameroun. Et que les opposants ne sont pas les ennemis de la République. Tous les partis d'opposition, là, tous les leaders ne sont pas les ennemis. Quand on n'est pas l'ennemi, on doit pouvoir travailler ensemble, à mettre les choses ensemble pour avancer. Le Cameroun a besoin de tous ses fils. Personne n'est l'ennemi de l'autre. Il ne faut pas que le peuple croie que le gouvernement est l'ennemi de Kamto. Mais nous sommes aussi un État de droit qui respecte la loi. Si nous ne faisons pas cela, vraiment, on va laisser libre cours à toutes les choses qui ne sont pas là. Et voilà donc qui dit d'être amical, merci. Merci Romaric. Mais par contre, la question sur Léon Teller, je l'attendais, mais elle n'est pas venue. Non. Parce que les gens disent que le RDPC a présenté 2 candidatures. Oui. C'est faux. Relisez la loi, c'est encore l'article 122 qui dit que le parti doit écrire pour confirmer que la candidature de la personne qu'elle investit. Léon Teller a-t-elle une lettre signée du parti qui dit que c'est lui le candidat? Voilà, il n'a pas. Lui-même, il est parti clandestinement jeter sa lettre à la poste. À la poste que, pardon, allait dépasser. Lui-même, il n'a même pas pris le... Donc, ce qu'il fait là, c'est une déclaration de candidature de jactance. Et pour contourner la loi.
La loi qui dit que si tu veux être candidat, tu peux être candidat indépendant. Il n'a pas les 300 signatures. Il écrit une lettre et il dit que c'est au nom du RDP. Tu ne peux pas t'engager toi-même. Le ministre, il dit que le Conseil central est illégitime lui-même. Oui, il dit que tout le monde est légitime. Et que lui, donc vraiment, j'ai suivi son intervention dans une télévision française. Pour dire, vous allez tromper les gens en Europe, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Le RDPC a un seul candidat. Sa candidature sera rejetée rapidement parce que ce n'est pas présenté par un parti politique. Vous avez dit exclu près de 2 candidats. Oui, ils vont être rejetés. Dans la course à cette Oui. Merci infiniment. Merci encore une fois de plus. Merci Julio, merci d'être là. Merci à la grosse équipe de production pilotée justement par Steve Cézanne Gounou, le doigté du réalisateur Ernest Job dans le cadre de ce programme. Merci à la coordination assurée par Christelle Tignière, le grand Manitou, l'honorable François Biba, et à la supervision générale. Mesdames et messieurs, on vous dit dimanche prochain pour un autre invité exclusif sur 90 minutes en face. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.